Koniba Sidibé est né en octobre 1956 dans le cercle de Dioïla où il fit son école primaire et fondamentale. Après le DIF, il intégra le lycée technique de Bamako en section économie, d'où il décrocha le bac avec mention bien et obtint une bourse pour poursuivre ses études universitaires en France. Études universitaires qui se sont couronnées par une agrégation en économie générale et gestion et un doctorat en économie du développement, respectivement à l'École normale supérieure de Cachan et à l'Université Paris 1, la Sorbonne. À la fin de ses études en 1985, il rentra au Mali et devint d'abord professeur d'enseignement supérieur, notamment en économie et en gestion, puis fit un passage dans le secteur privé avant d'intégrer le gouvernement de transition en qualité de ministre du Contrôle général d'État chargé de l'audit de la gestion des ressources publiques. Et actuellement, je suis député à l'Assemblée nationale du Mali depuis 5 ans et en même temps, j'ai un cabinet d'expertise comptable et de conseils en gestion aux entreprises. Koniba Sidibé insiste souvent sur l'importance pour un homme politique d'exercer ce qu'il appelle un vrai métier. Juste après avoir passé le bac, quand j'ai intégré l'université en France, c'est à travers l'association des étudiants et stagiaires maliens en France, l'ASMEF, et la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, que j'ai fait mes premiers pas en politique. Il s'agissait de syndicats d'étudiants, mais très profondément politisés, compte tenu du contexte qui prévalait dans notre pays. Et donc j'ai adhéré à ces associations. J'ai été membre des organes dirigeants, notamment de l'ASMEF en question. Et nous nous sommes beaucoup battus contre les conditions difficiles de vie des étudiants maliens à l'époque et contre la manière dont la dictature dirigeait le pays. Et depuis cette période, je n'ai jamais abandonné le champ de la lutte politique. Je crois que ceux qui ont suivi mon parcours politique à l'Assemblée nationale ces dernières années ont compris que j'étais véritablement engagé dans la lutte pour l'intérêt du peuple malien. J'ai mené beaucoup de batailles à ce sujet en interpellant des ministres sur des pratiques de mauvaise gestion et certaines de ces interpellations se sont traduites concrètement par l'abandon de certaines décisions prises en faveur des populations. Donc, cela montre très clairement que mon souci n'a jamais été d'être député à l'Assemblée nationale pour mon intérêt personnel ou pour quelque autre intérêt particulier, mais véritablement pour l'intérêt du peuple. Et c'est pour cela que j'ai été l'un des critiques les plus acerbes du président ATT à l'Assemblée nationale, et publiquement. Les DFM ne sont pas les seuls acteurs du processus d'exécution des dépenses publiques. Et il est impossible qu'ils puissent à eux seuls noyauter tout ce processus par la délinquance financière. À une telle échelle, sans de nombreuses autres complicités, notamment celle des ordonnateurs des dépenses publiques, qui sont les premières autorités du pays. Pendant 9 des 10 années du règne encore en cours du président ATT, c'est le seul troisième argument que j'avance, le règne de l'impunité en matière de délits et crimes économiques commis par la gestion des ressources publiques a été absolu. Cela est un signal fort sur l'absence de volonté réelle des autorités à lutter contre ces fléaux. Limoger simplement des DAF, des DFM, sans leur reprocher des fautes de gestion précises, même de manière spectaculaire en lui donnant une forme collective et brutale, paraît dérisoire face à cette situation. À ceux qui prétendraient que mieux vaut tard que jamais, je répondrai qu'il est vraiment trop tard pour que le président ATT puisse faire un progrès quelconque pendant la seule année qui reste encore de son mandat. Deuxièmement, Monsieur le ministre, ce limogeage a un relent fortement populiste. Un relent fortement populiste pour réduire les frustrations accumulées pendant si longtemps par la grande majorité de nos concitoyens devant l'étalage de trains de vie luxueux et tant d'arrogance affichée par les nouveaux riches de leur ATT qui se sont frauduleusement et impunément accaparés de nos ressources publiques. Relent populiste pour redonner espoir à un peuple fortement déçu qui n'accorde plus aucun crédit à une gestion des ressources publiques totalement gangrénée par la corruption. Ces interventions ont porté sur des sujets aussi divers que la sécurité publique, la dette intérieure, la corruption dans toutes les sphères de l'État, les inégalités entre les zones urbaines et rurales. La CMDT fait partie de ça.
Je vous assure que si nous laissons couler la CMDT et la filière coton avec, ce serait gravissime pour le pays. Ce serait extrêmement grave pour le pays. Alors j'ai posé des questions très précises à ce niveau-là, mais je n'ai pas eu de réponse. Aujourd'hui, quelle solution envisagez-vous pour apporter cet appui financier dont la CMDT a besoin pour que la CMDT puisse payer les cotonculteurs? Je répète encore une fois qu'à la date d'aujourd'hui, beaucoup de producteurs de coton n'ont pas reçu 1 franc de la CMDT sur la vente de leur coton de 2008, alors que nous sommes déjà dans la saison de production de coton pour 2009, 1 an après. Monsieur le ministre, prenez-nous un engagement clair sur la base d'un agenda précis, nous disant les producteurs au fond fin du pays seront tous payés pour qu'ils puissent au moins acquérir les nouveaux engrais, au moins payer leurs enseignants des écoles communautaires, au moins payer leurs frais de santé, etc., etc. Dans beaucoup de ces communes aujourd'hui, les caisses des maires sont vides. Et chaque fois que les maires vont collecter de l'impôt, qu'est-ce qu'on leur dit? Ah, nous, on n'a pas encore reçu le prix du coton. Or, c'est les seules sources de revenus. Donc, la crise des trésoriers de l'État ne doit pas faire perdre de vue des situations d'urgence qu'il faut absolument régler. Mais s'il y a une intervention à retenir parmi tant d'autres, c'est sans doute celle qui concernait le développement du trafic de drogue dans les régions nord du Mali. En quelques années, notre pays est devenu un maillon important du narcotrafic international et est indexé comme tel à l'étranger. La presse en est largement fait l'écho. Saisie de 290 kg de cannabis dans un wagon de train en partance pour Dakar. Séjour d'experts de l'ONU à Bamako pour enquêter sur le blanchiment. Crash dans le nord du Mali d'un Boeing transportant de la cocaïne, etc., etc. Je voudrais vous poser les questions suivantes sur ce fléau qui, s'il n'est pas circonscrit rapidement, aura des effets ravageurs sur le développement de notre pays. Est-il vrai que le Mali est devenu une plaque tournante du trafic international des drogues? Les allégations graves d'implication des personnalités de notre pays dans le narcotrafic qui bénéficieraient de la protection des autorités maliennes sont-elles fondées? Sinon, comment expliquez-vous l'inertie des autorités maliennes vis-à-vis du narcotrafic tant décrié à l'intérieur comme à l'extérieur du pays? Quand est-ce que les résultats de l'enquête sur le Boeing du narcotrafic seront-ils portés à la connaissance du peuple malien? Le Mali est-il une plaque tournante du trafic de drogue? Votre réponse aussi à ce niveau-là, j'ai trouvé ça fort dommage. Quand vous dites encore une fois, vous ne gérez pas des allégations. La dernière fois, à une question qui vous avait été posée ici, vous avez dit, je ne gère pas des rumeurs. Mais enfin, monsieur le ministre, moi, je vous demande de gérer les faits. Et c'est les faits qu'on vous a demandé aujourd'hui. Moi, je n'ai pas fait d'allégation que le Mali est devenu une plaque du narcotrafic, là. C'est quasiment tout le monde. Quand un journal aussi sérieux que Le Monde écrit un article de fond sur cette question, monsieur le ministre, quand les Nations Unies envoient des experts à Bamako pour enquêter sur ces questions, je ne sais qui d'autre, monsieur le ministre, l'élu du peuple que je suis doit s'en préoccuper. Parce que le silence assourdissant dont certains ont parlé ne nous permet pas, nous, de rendre compte aux électeurs qui nous ont mandatés pour faire ce contrôle, qui nous ont mandatés pour contrôler la manière dont vous gérez les affaires publiques. Et c'est dans ce seul cadre-là qu'on vous pose ces questions-là. Alors, quand vous vous contentez de dire « je ne gère pas des allégations », si l'honorable député a des preuves, il n'a qu'à les apporter. Monsieur le ministre, je vous dis tout net, je n'ai pas de preuves. Ce n'est pas mon boulot de chercher les preuves, c'est vous qui devez chercher les preuves. Pour répondre clairement aux citoyens du Mali en disant « voilà les preuves comme quoi ces allégations sont simplement fausses ». C'est à cela que moi je m'attendais. Que le monde entier attend, que le monde entier voit que vous avez des preuves pour dire que tout ça c'est faux. Monsieur le ministre, je vous dis, je serai certainement aussi fier que vous, sinon plus, que le Mali ait une autre image dans le monde sur cette question-là. Et je pense que vous allez saisir l'occasion pour répondre de manière plus approfondie sur cette question. La question du Boeing, c'est pareil. Le dossier à la justice, moi je le sais, tout le monde le sait. Mais comment vous pouvez comprendre que sur un dossier aussi sensible, sur une question aussi importante, des élus de la nation
ne sont informés en rien. Monsieur le ministre, ce n'est pas admissible dans une démocratie. Mais dites-nous, oui, il y avait bien un bon narcotrafiquant qui est tombé au nord du Mali. Oui, comment se fait-il qu'il ait pu atterrir sur notre espace? Oui, dites-nous exactement ce qui s'est passé, ce que vous en savez. C'est ça la question. Quand on connaît la suite et les conséquences dramatiques pour notre pays, on ne peut que regretter que ces interventions n'aient pas été suffisamment relayées par d'autres. C'est ce manque d'exemplarité de l'élite de notre pays qui est aujourd'hui à la base de la rupture entre, encore une fois, le citoyen et ses élites. Les citoyens se sentent trahis quelque part. Et pendant tout mon parcours politique, une idée très forte chez moi a été cette bataille pour la justice, cette bataille pour la bonne gestion des affaires publiques, dans l'intérêt exclusif des populations et donc cette bataille contre la corruption.